Bien, merci d'être là. Je vais d'abord dire quelques mots à Majora en anglais et puis je la présenterai en français. So, dear Majora, I'm very happy. Cher Major, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés la première fois il y a 10 ans à Amsterdam et je pense que cela était vraiment une rencontre importante. Et j'étais ravi de vous retrouver à New York il y a 2 ans lorsque vous avez accepté d'intervenir un projet en bain à New York. Et la ville avait dit c'est impossible de la faire venir parler. Et j'ai dit mais c'est une amie. Et vous avez accepté de parler et ensuite vous m'avez invité au parc. Majora est quelqu'un de très important aux États-Unis et le public français sera vraiment ravi de vous connaître. Bienvenue à Paris. Majora est une stratégiste intraduisible, terme intraduisible en français, en régénération urbaine, et elle vous expliquera ce que ce mot veut dire. Majora est née dans le Bronx, dans une famille de 10 enfants, et elle a mené de très hautes études universitaires. Et ensuite, elle a réintégré le Bronx, où elle a créé une association, Sustainable South Bronx, qu'elle a dirigée jusqu'à 2008. Et notamment, dans le cadre de cette association, elle a créé un parc, le Hunt Park Riverside Park, qui a été doté de très nombreux prix. Et sa façon de faire est de montrer comment l'habitant peut prendre son destin en main. Et ça a commencé en s'opposant à la création d'une nouvelle décharge le long de la rivière Bronx, décharge à laquelle elle s'est opposée. Et elle est arrivée dans la foulée à faire créer ce parc sur un ancien marécage. Et elle a obtenu des crédits du gouvernement fédéral et puis des crédits de la ville. Ce que montre cette démarche, c'est cette capacité à la fois à s'opposer mais à collaborer et à fabriquer de l'espace urbain en concertation avec la ville, avec le pouvoir et aussi avec des fonds publics et privés. Alors, cette façon de faire a été prise en considération par la collectivité, notamment l'administration du maire Bloomberg, dans le cadre de son très grand projet à grande échelle qui est Plan YC, dans lequel il a intégré un certain nombre d'idées proposées par les associations du Bronx et notamment par Majora Carter. Alors, le Bronx n'est plus ce qu'il était. Le Bronx a été sécurisé, le Bronx a été amélioré, à la fois par les pouvoirs publics, mais beaucoup, et Majora vous l'expliquera, par les habitants eux-mêmes. Tout à l'heure, elle nous a dit, nous étions avec Alain Garès, elle nous a dit, oui, le maire a aidé, ce qui pour nous est assez surprenant. Ça veut dire, nous avons pris l'initiative et le maire a aidé, ce qui est une attitude assez différente de celle que nous connaissons en France, et je pense que ça va alimenter le débat. Dans la foulée, beaucoup d'actions ont été menées dans le Bronx, et notamment un travail sur la refondation des infrastructures lourdes, la création de continuités vertes et surtout le réaménagement de la rivière. Majora Carter a, dans la foulée, créé une entreprise avec son mari, qui en est le manager, qui est le Majora Carter Group, où elle offre ses services à ceux qui le souhaitent et donc à de nombreuses villes aux États-Unis, mais bien sûr aussi à New York. Elle a été qualifiée par le New York Times de Green Power Broker et aussi de one of the city's best known advocates for environmental justice, pour la justice environnementale, terme qui lui est cher et qui est assez peu connu en France. Alors ça n'empêche pas les critiques et les controverses, notamment parce que sa position, elle est favorable au partenariat public-privé, ce qui n'est pas apprécié par tous. Et d'autre part, elle est devenue quelqu'un d'extrêmement connu aux États-Unis. Elle a dirigé une émission radio, elle intervient dans des émissions de télévision, donc elle est médiatisée. C'est une sorte de star. Je ne vais pas l'offenser en lui disant ça, c'est une réalité. Alors,
être star pour représenter le quartier. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je vous laisserai en débattre avec elle. Dans les actions qu'elle a menées, il n'y a pas que les actions en dur, il y a aussi les actions sur les modes de vie. Et notamment, elle a lutté contre l'obésité en développant un marché de produits frais. Elle se bat aussi pour une meilleure qualité de l'air, pour une équité socio-économique. Tout ceci, elle vous l'expliquera. Est-ce que ça veut dire que tout est réglé dans le Bronx? Je pense qu'elle vous dira que non, parce que les inégalités sont encore là. Il y a encore beaucoup de jeunes qui vont dans les prisons. Il y a encore des inégalités sociales. Et Majora Carter se bat pour la création d'emplois verts, pour notamment employer de façon intelligente les gens du quartier, tout en améliorant la situation du Bronx. Donc, elle a aussi participé à mettre en œuvre les mesures incitatrices qui ont été proposées par la ville de New York pour créer des activités ludiques, pour lutter contre la montée des eaux, pour créer des mobilités douces et aussi du logement social. Alors, tout n'est pas rose, comme je vous l'ai dit. Le chemin est encore long pour arriver à l'équité sociale et territoriale. Et notamment, Majora déplore l'accentuation des différences sociales dans le Bronx, l'insuffisance de mixité. En même temps, elle est en train de réinventer, elle et d'autres, ce que nous avons connu dans les années 70, c'est-à-dire l'advocacy planning, la façon dont les habitants deviennent des acteurs à part entière de la ville. Après son intervention, Alain Garrest, à mes côtés, réagira à son propos. Il a assisté à l'atelier Projet urbain à New York. Il est président du club Ville Aménagement qui vous invite aujourd'hui. Il dirige à Toulouse, dans le cadre de la société Europolia, donc, qui est une SPLA, il dirige notamment une grande opération autour de la gare de Matabiau. Ce n'est pas non plus un fanat de la participation, c'est pour ça qu'on l'a choisi, pour échanger avec Majora Carter. Majora Carter, we listen to you. Merci de cette invitation et merci Ariel pour cette superbe introduction. Je veux tout d'abord vous dire que je comprends la phrase « le Bronx est considéré ». En français, on dit que c'est vraiment le bazar. Hein, bon, mais les choses ont changé. Et on va commencer avec ça. Mais je suis très contente d'être ici aujourd'hui et de pouvoir vous parler de mon travail. Et j'aimerais vous donner quelques informations et le contexte pour expliquer comment j'ai développé mon approche de développement de projet. Je suis un stratégiste en réhabilitation urbaine et les projets sur lesquels je travaille, c'est avec une méthode qui dépend de la stratégie, pas des personnalités. Et je pense que c'est une approche qui pourrait vous aider tous à être plus efficaces dans votre travail. Je pense que toutes les personnes ici sont impliquées ou concernées d'une certaine manière dans la réhabilitation urbaine. Et je pense que dans votre travail, vous intervenez dans différentes capacités. Mais cette méthode peut être une passerelle très forte entre votre travail et les personnes qui vont vivre dans les quartiers où vous allez intervenir. Tout d'abord, j'aimerais commencer pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Je vais commencer tout d'abord avec mon passé. Voici mes parents. Ils faisaient partie de la grande migration lorsque les Noirs du sud des États-Unis s'échappaient aux inégalités de la ségrégation raciale dans le sud. Et ils venaient dans le nord afin de trouver une meilleure vie, de se construire une nouvelle vie. Et mes parents sont venus s'installer dans un quartier qui s'appelle Hunts Point, qui était une partie sud du Bronx. À l'époque, c'était un quartier surtout un quartier blanc, prolétaire, et les personnes allaient au travail à pied dans le secteur
travaillent dans le secteur industriel, surtout dans les aciéries. Plus tard, les gens du Sud et des Noirs et des personnes qui venaient des Caraïbes sont venus au Nord et cherchaient à construire une nouvelle vie. Les Blancs sont partis. Il y a eu une fuite des Blancs. Lorsque les Noirs venaient dans les quartiers blancs, il y a eu ce phénomène où les développeurs ont dit la valeur de vos propriétés va baisser. C'était parfois des réactions racistes aussi, tout simplement. Et on appelait ça white flight, la fuite des Blancs. Et la construction d'autoroutes a eu lieu à cette même période, lorsque mes parents sont arrivés dans le Bronx. Cela a débuté dans les années 40 et 50, lorsque on construisait les autoroutes, pas nécessairement pour aider les déplacements pour la population, mais simplement c'était parce que ça paraissait quelque chose, c'était le progrès, c'était du modernisme, et ce n'était pas nécessairement des développements ou des constructions d'infrastructures pour la population. Beaucoup de personnes ont perdu leur logement et même leurs activités à cause de ça. Alors, la démarcation des quartiers, nous étions au milieu d'une crise financière à l'époque, et la démarcation, le redlining, et c'était l'industrie bancaire qui, avec les autorités publiques, faisait des lignes de démarcation rouges où ils disaient on ne fera pas d'investissement, nous ne prêterons pas d'argent, il n'y aura pas d'emprunt. Et ce qui se passait pour la population, pour les personnes qui cherchaient à acheter un logement ou de monter une affaire, et ils ne pouvaient pas obtenir de financement. C'était à l'époque où je suis né. Alors, voici, vous me voyez, que toute jeune, je commençais déjà à faire du réseautage. Je crois que je parlais avec le Père Noël en disant « Est-ce que vous avez des lapins à Pâques ?» Enfin bref, nous, aux États-Unis, nous avons les lapins de Pâques. Et donc, je disais au Père Noël, j'ai été très sage, donc n'oublie pas à Noël. Alors, vous vous rappelez, je vous ai expliqué qu'à l'époque, les banques n'investissaient plus dans le quartier. Donc, les propriétaires trouvaient que c'était plus profitable de brûler leurs propres bâtiments et de toucher l'argent pour les sinistres des assurances plutôt que de chercher des fonds pour investir dans leurs propriétés. Et lorsque les bâtiments, les constructions étaient brûlées, c'était une période très connue, fin des années 60, début des années 70, et surtout dans le Bronx, car c'était devenu légendaire le nombre d'incendies. J'ai vu une présentation à propos de cela, et j'ai vu des photos de Varsovie après la Deuxième Guerre mondiale, et je vous assure que c'était tout à fait comparable au Bronx. Et c'était dans les années 80 aux États-Unis, vous vous rendez compte? Et c'était quelque chose d'effroyable à constater. Mais j'ai grandi dans cet environnement et on en parlait aux actualités. Très peu de gens habitent là, on en parlait comme ça. C'est un quartier où seulement la population qui habitait là, c'était des criminels, il n'y avait pas de structure familiale normale. Ce n'était pas vrai. Bon, effectivement, il y avait une criminalité, mais nous avions également des familles pauvres qui ne pouvaient pas quitter le quartier. Mais cela a eu un impact sur notre vie. Et je me souviens de la guerre parce que mon frère a fait 2 tours de service au Vietnam entre... j'avais 5 à 7 ans à l'époque et j'ai connu la guerre. Mon frère est parti à la guerre, mais il est revenu. Et il a été fusillé dans le quartier parce qu'il y avait un conflit entre 2 gangs et il est tombé victime.
d'une bagarre de rue. Alors tout ce manque d'investissement dans la ville a eu un impact au niveau de l'économie de notre société, de notre communauté. Au départ, les gens pouvaient trouver du travail, mais comme il n'y avait pas eu d'investissement, à la place, nous avions tous les fardeaux environnementaux, toutes les infrastructures, par exemple les déchetteries, les centrales électriques, mais seulement dans quelques quartiers à New York. Et c'était surtout dans les quartiers défavorisés, les quartiers noirs, où les déchetteries et autres sites de ce type étaient installés. Et cela a eu un impact sur la santé de la population. Par exemple, nous avons beaucoup d'asthme à cause de la pollution due aux camions et aux poussières aux fumées. Et l'obésité et le diabète également, cela vient de style de vie et de qualité de vie dans un quartier. Par exemple, dans un quartier comme le nôtre, nous allions jouer dans la rue tous les jours. Nous avions la possibilité d'avoir un peu d'activité physique, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Les parents ne veulent pas laisser leurs enfants jouer dans la rue et donc ils ne sortent pas suffisamment, n'ont pas suffisamment d'exercice et cela veut dire qu'ils souffrent d'obésité et cela aussi, tout ça a un impact sur la santé de la population et des enfants. Une des choses dont nous nous sommes rendus compte, qui est sortie des recherches que nous avons faites à Columbia University en 2007, nous nous sommes rendus compte que la proximité, le fait d'être proche des sites où il y avait des émissions de fumée des centrales électriques avait un impact sur la santé des enfants. Et cela avait un impact dans les quartiers défavorisés. Et statistiquement, nous savons qu'aux États-Unis, que les enfants dans les quartiers défavorisés qui sont en échec scolaire vont en prison dans notre pays. C'est comme si nous créions vraiment un itinéraire qui amenait directement les enfants de la pauvreté directement à la prison. Alors, j'ai passé la plupart de mon enfance de l'âge de 7 ans, lorsque mon frère est mort, jusqu'à l'époque où je suis parti à l'université. Je n'avais pas du tout, à l'époque, l'intention de rester dans le Bronx. J'étais intelligente, je savais qu'avec ma formation, je pourrais m'en sortir. Sauf que je rentrerai seulement pour goûter à la bonne cuisine de ma mère. Et mon projet, c'était d'utiliser ma formation pour m'échapper au quartier. Et j'ai pratiquement réussi. Je suis allé dans une très bon lycée, dans une très bonne université, à l'université de New York. Le programme universitaire était très intense et j'ai dû rentrer à la maison chez mes parents. Pour moi, c'était une défaite quelque part, mais c'est une des choses les plus importantes qui m'est arrivée dans ma vie parce que je me suis rendu compte et j'ai vu mon quartier d'une autre façon. Je l'ai vu avec les yeux, à travers les yeux des personnes qui essayaient de faire quelque chose dans leur quartier. Et c'est là où la stratégie rentre en jeu. Tout d'abord, j'ai commencé à travailler avec des personnes dans le quartier lorsque la ville voulait construire une station d'épuration dans notre quartier. Et nous savions déjà, nous étions en train, dans le quartier, nous occuper des déchets, énormément de déchets de la ville de New York. Et nous voulions nous assurer que la mairie allait changer sa politique. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous ne luttions pas seulement contre une mauvaise politique, mais nous devons également créer une façon de se battre pour quelque chose de positif pour notre quartier, pour notre communauté. Et c'était quelque chose de nouveau. Cela impliquait le genre de stratégie dont je vais vous exposer les éléments.